Le chaudron ne se dissout pas, c'est pour cette raison que des milliers de supporters stéphanois se sont réunis place Jean Jaurès à Saint-Étienne pour défiler ensuite en cortège en direction du stade Geoffroy-Guichard avant bien évidemment la rencontre face au Paris Saint-Germain. Ça va être l'objet de cette vidéo, revenir premièrement sur cette manifestation à laquelle j'ai pu assister. Malheureusement, j'ai pas le t-shirt sur moi, le chaudron ne se dissout pas. Je le mettrai lors de l'avant-match contre le Racing Club de Lens cette semaine. Et puis on va parler bien sûr de ce match contre le Paris Saint-Germain qui s'est terminé sur un score lourd, très lourd, de 6-1 en faveur malheureusement du Paris Saint-Germain. On se retrouve donc dans quelques instants pour parler de tout ça. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et à tout de suite. Et oui, le chaudron ne se dissout pas, donc vers 14h30, 14h45 environ, des milliers de supporters stéphanois sont partis de la place Jean Jaurès quelques minutes après une conférence de presse, même une bonne heure et demie après une conférence de presse qui avait eu lieu. Des membres des Magic Fans, des Green Angels se sont adressés devant les médias, bien sûr, pour parler de cette dissolution, de cette procédure et puis du combat qu'ils mènent pour conserver les groupes de supporters. Pour l'instant, 2 groupes de supporters sont menacés en France et plus que jamais menacés parce qu'ils ont même différentes échéances, différents rendez-vous et cette semaine va être décisive pour eux. Donc Green Angels et Magic Fan ont réuni tout le monde sur cette place de Saint-Étienne avant de défiler vers le stade où, voilà, comme vous le voyez sur les images que j'ai pu prendre, plusieurs milliers de supporters stéphanois ont défilé, ont chanté et ont manifesté bien évidemment leur mécontentement envers cette décision, avant d'être rejoints par des hommes connus de l'AS Saint-Étienne, le président Ivan Gazidis, il y avait notamment Loïc Perrin, Jean-François Soucas, Samuel Rustem, il y avait plein de membres actuels de la direction de l'AS Saint-Étienne qui ont pris la parole. C'est Ivan Gazidis qui a pris la parole devant la tribune sud sur le parvis pour montrer que le club stéphanois, que l'AS Saint-Étienne est avec l'ensemble de ses supporters dans ces moments qui sont très très compliqués. Et voilà, tout s'est bien passé en tout cas durant cette manifestation. Ça a ensuite pu chanter au stade, c'était très bien. J'étais présent en COP Sud, il y avait une belle ambiance, tout le monde a joué le jeu et puis ça a chanté encore très longtemps après le match, notamment des images que j'ai pu voir ensuite au niveau du COP Nord. Et puis quand je quittais le stade, j'entendais ça chanter. Donc malgré le fait que le score a été très lourd, le peuple vert a répondu présent. Un peu plus de 37 000 supporters présents à Geoffroy-Guichard pour mettre l'ambiance et chanter, défendre le club. Voilà, je voulais quand même revenir sur cette manifestation et puis bien sûr soutenir les groupes de supporters de Saint-Étienne en espérant que cette semaine, il y ait des réponses favorables parce que je n'imagine pas Saint-Étienne sans ces COP bien évidemment, sans ces ultras qui sont là, qui permettent de faire connaître l'AS Saint-Étienne partout en Europe et puis même dans le monde entier avec des images bien sûr qui défilent et Saint-Étienne sans ces COP n'est plus grand chose malheureusement actuellement parce qu'on voit que sur le terrain c'est vraiment très compliqué. Justement, on va pouvoir parler du terrain. Si le chaudron ne se dissout pas, cette équipe de l'AS Saint-Étienne, elle s'est dissoute parce qu'elle a vécu un match très compliqué malgré 35 premières minutes qui ont été assez intéressantes, mais après on n'a pas réussi véritablement à voir le jour contre cette équipe parisienne qui a enchaîné, marqué des buts. Et ce qui est dommage, c'est que oui, on perd contre le Paris Saint-Germain, c'était peut-être attendu, même si on n'a pas réussi à prendre des points contre les concurrents directs et on attend cette décision contre Montpellier parce que oui, cette semaine, elle est très importante pour les ultras stéphanois, mais elle est aussi très importante pour le club. On va attendre la commission de discipline de ce mercredi pour savoir qu'est-ce qui va se passer de ce match contre Montpellier. Est-ce qu'on va le gagner? Est-ce qu'il va être rejoué? Parce que ça va changer beaucoup de choses, d'autant plus, on y reviendra tout à l'heure, mais que le stade de Reims a battu l'Olympique de Marseille, ce qui fait que Reims, pour l'instant, est potentiellement à 6 points de l'AS Saint-Étienne en attendant ce résultat contre Montpellier. Donc voilà, la semaine, elle est quand même très importante pour le club. Et on perd contre Paris, mais on en encaisse 6 et ça fait encore mal pour la différence de but. Ça fait -5 supplémentaire vu qu'on a marqué un but. Et ça, on sait que ça peut jouer, notamment
avec Reims, parce que Reims, si jamais on gagne contre Montpellier et qu'on les bat, on a égalité de points avec eux et ils sont largement meilleurs que nous au niveau de la différence de but. Voilà la composition alignée par Eric Horneland. Donc c'était une composition attendue. Il n'y avait pas vraiment de surprise avec Gauthier Larsonneur donc dans les buts. Masson à droite, Petro à gauche. Il y avait une incertitude sur Michael Nadé. D'ailleurs on l'a vu avec un bandage à sa main. Puisqu'il s'était fait opérer d'un doigt. Il était incertain pour cette rencontre contre Paris. Finalement il a bien pu tenir sa place aux côtés de Dylan Batubinsika. La défense stéphanoise, elle a vraiment vécu une rencontre très compliquée. Quand on en encaisse 6, c'est logique. Quand on a cette équipe parisienne qui est très technique, qui peut apporter beaucoup de vitesse, bah forcément, il y a des erreurs qui sont commises. Et pas forcément que par la défense. Elles sont déjà commises en haut du terrain. Et puis après, ces joueurs arrivent lancés et sont capables de faire la différence face à nos défenseurs qui, bah forcément, n'y arrivent pas. On sait que cette équipe parisienne, au niveau européen, elle est maintenant dans les meilleures équipes depuis 2 mois et demi. Donc face à cette pauvre défense stéphanoise qui n'arrive pas à arrêter l'ensemble des équipes de Ligue 1, on voit qu'on galère, peu importe qui on affronte, et contre cette armada offensive parisienne, ils ont beau mettre n'importe quel joueur, il peut y avoir des absents comme Kanguinli par exemple, Dembélé qui était sur le banc, et directement cette équipe de Saint-Etienne, elle coule quand cette équipe parisienne est lancée. Pourtant, j'ai trouvé les latéraux assez intéressants en début de match, notamment Masson et Petro. Il n'y a que 2 latéraux qui ont apporté quand même, offensivement aussi. Masson qui s'est beaucoup proposé durant le match, Petro un petit peu moins après. En même temps, c'était Paris qui avait plus la possession de balle, même si globalement la possession de balle, elle n'est pas non plus largement en faveur des Parisiens. Je crois que ça finit genre à 44-56. En première mi-temps, c'était 48-52. Donc il n'y a pas une différence qui est si large que ça. Mais les latéraux qui ont beaucoup proposé, et ça a mis quand même du danger dans cette équipe parisienne, et c'est ça qui a emmené en première mi-temps, parce qu'ils ont été très très disponibles. Et d'ailleurs, le premier but stéphanois, on y reviendra tout à l'heure, il part sur le côté gauche avec une action superbement menée par les Stéphanois, et ça part de la défense pour aller jusqu'à l'attaque. Donc ça, c'est quand même un point qui est véritablement positif. Au milieu de terrain, on avait Pierre Ecoif, Léon Tardieu, Benjamin Bouchouari. Alors, les milieux de terrain stéphanois, ils ont été bons au début de match, notamment Bouchouari et Quoi qui ont beaucoup apporté, j'ai trouvé techniquement. Mais après, quand le match il avançait, notre équipe forcément commençait à largement fatiguer. Les Parisiens prenaient le dessus. De toute façon, il n'y a pas photo. Quand sur le plan technique, tu es plus fort, au bout d'un moment, tu arrives à faire la différence. Et ça a été le cas pour cette équipe parisienne. Mais j'ai moins aimé notamment Florian Tardieu que j'ai trouvé en difficulté notamment dans la relance pour mettre certains ballons qui relançaient dans l'axe directement, et ça aurait pu être très dangereux, mais même avant que les Parisiens marquent. Je pense que ça n'a pas trop été relevé parce que au final ça ne nous a pas coûté de but, mais certaines fois je vous assure que Florian Tardieu, je le voyais bien depuis le COP Sud, parce qu'il était devant moi à ce moment-là, des ballons dans l'axe, et même Larsonneur, certains dégagements, pourquoi les faire dans l'axe? On sait que c'est très compliqué de relancer dans l'axe et c'est très dangereux. Et face à une équipe comme le PSG, tu peux pas te permettre de faire ça parce que l'erreur, tu peux la payer cash. Et ça aurait pu être le cas à ce moment-là en première mi-temps déjà. Donc même si on s'écroule en deuxième mi-temps, on va le mettre sur la fatigue, ça va être la raison, on va dire, même si 6, ça fait encore beaucoup de buts encaissés. Il n'y a pas que ça. Le problème, c'est que aussi on fait des erreurs individuelles et de grosses erreurs sur le plan technique qui peuvent nous coûter très très cher. Donc il faut faire véritablement attention, je trouve, à certaines relances. Et c'était notamment beaucoup le cas de Florian Tardieu. Irving Cardona était lui sur le côté droit, David Ashvili sur le côté gauche et Lucas Tassin en pointe de l'attaque. C'est pareil, les joueurs offensifs stéphanois, on les a vus en première mi-temps jusqu'à la 30-35e minute où ils ont réussi à faire quelques différences. Je pense qu'on a moins vu Zurico David Ashvili malgré sa passe décisive. Après, je ne voyais pas non plus très bien parce qu'il y a des drapeaux et puis j'étais dans le COP Sud, donc à 100 mètres à peu près des offensifs stéphanois, mais j'avais plus la sensation de voir Irving Cardona et Lucas Tassin. Attention, il y avait beaucoup de chez technique aussi chez ces joueurs. Et Lucas Tassin qui va marquer le premier but de la rencontre, et là ça emballe véritablement le chaudron parce qu'on ouvre le score contre le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez beau, et au moins on pourrait se dire qu'on a mené contre cette équipe parisienne, même si bien évidemment il faut aussi retenir ce score qui est beaucoup trop lourd par rapport à ce que l'on attendait aussi, parce que la différence de but, comme je disais tout à l'heure, elle va compter en fin de saison. Donc voilà en tout cas pour la composition stéphanoise, donc globalement dans un système en 4-3-3. Eric Horneland, je pense qu'il s'est aussi inspiré de cette rencontre du match aller. Il a vu que en essayant de mettre un pressing, de jouer haut et de ne pas jouer avec un bloc bas, on pouvait créer du danger.
Et c'est ce qu'il a bien fait en première mi-temps. Mais on l'a un peu payé cash parce qu'après, je pense qu'au niveau du cardio, les joueurs étaient complètement cuits. Mais franchement, c'était très propre sur les 30 premières minutes. J'ai pas forcément reconnu cette équipe stéphanoise qu'on avait l'habitude de voir dernièrement. Et on arrivait à faire des passes face à ces Parisiens. Et les joueurs qui se trouvaient quand même et qui arrivaient à avancer. Et ça, c'est quelque chose de positif parce que souvent, on fait des passes, mais on tourne beaucoup trop autour du pot. Mais là, on arrivait à avancer, à créer quelque chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je voulais souligner parce que c'est pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire face au PSG. Après, c'est pas tout le monde, bien sûr, qui emballe les rencontres comme ça contre Paris. Et puis, ils ont peut-être plus raison parce qu'au final, on en prend 6 derrière. Donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément commun. Paris a gagné des matchs cette saison. Ils n'ont pas forcément mis des raclés comme ça à tout le monde, même si c'est arrivé. Mais voilà, il y a quand même des équipes qui ont aussi réussi un peu plus à leur tenir tête. Donc on va marquer ce premier but. Et puis les mériter, parce qu'on domine, on a déjà quelques situations. Et là, ça va partir du côté gauche. Et c'est Zuriko Davitashvili, je crois il y a Tardieu, je crois qu'il fait une belle passe à Davitashvili. Davitashvili qui va ensuite centrer et trouver Lucas Tassin qui est étrangement seul dans la surface de réparation et qui va superbement ajuster cette tête et la mettre au fond des filets. Le gardien parisien donc qui ne peut rien faire et ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne en début de match. Et là, on se dit peut-être que les Parisiens vont, ça y est, prendre le jeu à leur compte, réussir à nous mettre plus en difficulté. Mais en vrai, non, pas tellement. C'est plutôt l'AS Saint-Etienne qui a le ballon, parce que j'étais au COP Sud, je ne voyais pas forcément trop le ballon vers moi. Donc ça, c'était positif, j'étais plutôt content pour le coup. Et les Stéphanois qui ont encore quelques situations, ça devient plus compliqué. On essaye de frapper, ça c'est aussi quelque chose qui est positif. On frappait. Donc c'est très bien. C'est ce qu'on a un peu perdu en seconde mi-temps. Et c'est un peu pour moi la différence. La première mi-temps, on tirait, même quand on était dans des positions compliquées. Et voilà, ça obligeait la défense parisienne des fois à contrer les ballons, à les mettre en corner. Le gardien parisien aussi n'était pas forcément très très serein certaines fois. Et en deuxième mi-temps, on avait le ballon certaines fois. Bon, on l'a pas trop eu quand les Parisiens marquaient leurs 3 premiers buts, mais quand on avait le ballon, on ne tentait pas trop. J'ai souvenir de joueurs comme Louis Mouton, comme Cardona, des fois qui sont devant les buts, même Lucas Tassin, qui passent devant mais qui ne tirent pas, qui essayent de chercher une solution. Il faut tirer contre cette équipe parisienne. De toute façon, on sait que plus on va garder longtemps le ballon, plus on aura de chance de le perdre. De toute façon, ça c'est général dans le football. Mais quand tu es une équipe qui est capable de faire la différence comme Paris, c'est bien de le garder parce que tu vas trouver une meilleure position pour tirer. Et puis quand on est contre des concurrents directs, des fois il faut le garder aussi parce qu'on peut trouver cette position. Mais contre Paris, on sait que voilà, plus tu t'approches de la surface de réparation, plus cette équipe de Paris va avoir de chances de te prendre le ballon et au final ça va même pas terminer par un tir. Donc c'est juste ça que je trouve dommage, on aurait quand même plus essayé. C'est juste ça pour les frappes parce qu'après dans le jeu malheureusement il n'y avait plus d'équipe de Saint-Etienne véritablement en seconde mi-temps, on était complètement cuit malgré les changements que Eric Horneland a tenté de faire. Bon après donc on a ce premier but et puis comme d'habitude on va commettre l'irréparable dans la surface de réparation. Il va y avoir un penalty sifflé en faveur du Paris Saint-Germain. J'ai revu rapidement l'image. Bon, Florent Tardieu qui tape dans le pied de l'attaquant parisien. Je me souviens même plus qui c'était. Il tape dans son pied. Et après, bon, il y a penalty qui est confirmé par l'assistance vidéo. Il n'est pas allé voir la vidéo, l'arbitre, mais il est à l'oreillette. Ils n'ont pas mis longtemps à confirmer. Et ensuite, bon, ben, il va y avoir ce but. On est quoi? On est à la... il y a tellement de buts que je ne vois même plus à la combien on est. On a la 43e minute de jeu, c'est Ramos qui va s'en charger et qui va donc permettre aux Parisiens de revenir à 1-1. C'est dommage parce que en vrai, s'il y a un 0 à la mi-temps, c'est pas du tout le même match, même si bon, on serait peut-être écroulé, c'est sûr. Mais c'est quand même différent dans les têtes. Et puis en plus, on n'est pas loin de marquer le deuxième but, vraiment à la fin du temps additionnel de la première mi-temps. L'arbitre va ensuite siffler. Je crois que c'est Lucas Tassin qui va se présenter. Et puis finalement, le gardien parisien est bien placé et puis donc l'arrêt va être sorti et c'est dommage parce qu'on aurait pu mener quasiment 2-1 mais là Saint-Etienne n'a pas réussi à faire la différence. On rentre donc au vestiaire sur ce score de 1 but partout. Franchement je pensais déjà qu'on allait perdre à la mi-temps donc c'est quand même positif malgré le fait que les Parisiens ont réussi à revenir. Et la deuxième mi-temps arrive et là par contre on va totalement s'écrouler. Je sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires parisiens mais ils vont accélérer, ils vont avoir plus le ballon et puis nous on va laisser beaucoup trop d'espace défensivement. Et après, je pense que quand on prend 2 buts, mentalement, ça commence à être difficile. En vrai, on a nos périodes. On arrive à faire des fois 20 minutes qui sont intéressantes. Et puis après, on s'écroule. On fait des choses un peu brouillonnes. On ne sait pas pourquoi.
Bon, contre Paris, ça s'explique peut-être par la fatigue, mais dans d'autres matchs, il n'y a pas forcément d'explication. Et puis on s'écroule, et malheureusement, ce sont les Parisiens qui vont en profiter. Et les buts, ils arrivent très tôt dans la deuxième mi-temps. 50e minute de jeu, donc le coéquipier de Zuriko Davitashvili, Kvaratskhelia, qui va donc marquer le but du 2-1. Ensuite, on va avoir le but de 3-1 qui va être marqué par Désiré Doué à la 53e minute de jeu. Et puis João Neves qui va marquer lui à la 62e minute de jeu. Donc 3 buts coup sur coup quasiment. Et puis même un quatrième qui s'ajoute 4 minutes plus tard. Avec un doublé pour Désiré Doué. J'ai plus en tête tous les buts, comment ça s'est passé tellement il y en avait. Et puis en plus ils étaient très loin de moi, donc je les voyais pas forcément correctement. Mais voilà, comme je pense... ont pu le souligner certains journalistes, ou encore le coach de Saint-Etienne dans le vestiaire, j'imagine, c'est que voilà, défensivement, on était moins regroupés et puis on commençait à être véritablement fatigué et Paris a su en profiter. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, techniquement, ces équipes sont largement capables de faire la différence. Et c'était le cas du Paris Saint-Germain qui est quasiment leader d'ailleurs, qui est quasiment champion dès ce samedi soir, parce qu'en plus Marseille s'est incliné 3-1. Monaco a gagné 2-1 contre Nice, donc ça a retardé l'échéance. Bon, il va être champion, il n'y a pas de souci pour ça. Mais ils auraient quasiment pu fêter le titre à Geoffroy Guichard, même si voilà, ils attendaient le résultat contre Monaco. Mais voilà, en tout cas Paris, je crois qu'il égalise la meilleure série dans l'histoire de 5 grands championnats à l'extérieur. J'ai vu passer cette statistique, donc c'est assez fou. Une équipe qui est toujours invaincue cette saison, donc voilà. Il y avait très peu de chances, bien évidemment, que l'on s'impose, mais ce qui fait mal, c'est qu'on prend 6 buts, et puis en plus, on en prend même un à la 95e minute, là, à la fin du temps additionnel, 93e, qui fait très très mal, parce que ça en fait un but de plus, et pour la différence de but, ça c'est quelque chose qui va encore pas nous aider. Voilà en tout cas pour cette équipe de Saint-Etienne qui s'est encore inclinée. Il y a quand même le retour de Ben Holt, donc ça fait plaisir de voir Ben Holt sur le terrain. Bon, forcément, on l'a pas trop vu, c'était Paris. On espère pouvoir le voir contre Lens le week-end prochain, un match qu'il va falloir aller gagner. Hein. On sait que ce ne sera pas facile du côté de Bollaert, bien évidemment, mais bon, il va falloir prendre des points sur cette fin de saison, parce que là, clairement, regardez, je vais faire un petit point sur le classement. C'est pas très très positif pour nous avec ce qui s'est passé, puisque pour l'instant donc Montpellier on attend qu'il joue, donc ça va être tout à l'heure, je crois que c'est contre Auxerre, donc ils peuvent potentiellement revenir à 2 points de nous aussi, hein, parce que je parlais du côté de Reims, mais c'est du côté de Montpellier, avant la décision bien sûr de mercredi. On va attendre le match du Havre aussi, et puis Reims, voilà, qui compte 26 points, donc la place de non relégable, la première place de non relégable peut être potentiellement va être à 6 points ce soir, parce que comme Reims a déjà joué, donc on va attendre aussi le résultat du match contre Montpellier. Voilà en tout cas pour ce classement, donc on a un calendrier très important qui arrive, hein. Je rappelle, on a Lens, je fais de tête, on a Lens, on a Brest, on a encore Lyon, le derby qui va arriver très rapidement, ce sera le 20 avril, hein, dans 20 jours, c'est le derby. Ensuite on va aussi avoir, je ne sais plus exactement dans l'ordre, mais on a Reims, on a Monaco, on a Strasbourg et on a Toulouse. Je crois que j'ai fait tous les matchs sur cette fin de saison. Bien sûr, il y a le match contre Montpellier qui peut reprendre, donc qui peut se rajouter à cette liste-là, mais ce sont quand même des concurrents directs avec Reims ou des adversaires qui jouent potentiellement l'Europe. On a vu Strasbourg qui a été capable de mettre 4 buts à l'Olympique lyonnais. Donc pour nous, ça montre quand même que c'est une équipe qui est très forte, et de toute façon on le sait, on le voit depuis le début de la saison. Mais il va falloir prendre des points, ça c'est le plus important. Je vous montre donc le calendrier qui arrive ce dimanche après-midi. Peut-être que ce sera déjà joué quand vous allez regarder le débrief. On aura un Toulouse-Brest, donc ça nous intéresse moins, mais après ce qui nous intéresse, donc Angers-Rennes, mais à moindre mesure. On a Auxerre contre Montpellier et Le Havre contre Nantes, et bien évidemment on a le derby du Nord entre Lille et Lens, et ce sera intéressant de regarder ce derby du Nord, parce que bien sûr Lens c'est notre prochain adversaire. Donc c'est toujours intéressant de voir comment Lens va jouer et puis bien étudier cette rencontre. Et puis je pense que ce sera fait du côté de Saint-Etienne, même si Lille est bien évidemment une toute autre position que Saint-Etienne. Et ils vont jouer différemment, mais voilà, toujours voir comment l'adversaire joue, c'est quelque chose qui est très important. Merci à tous d'avoir regardé ce débrief, malgré un score très lourd. J'espère qu'en tout cas pour les groupes de supporters, il va y avoir enfin les éléments positifs, qu'il va y avoir des éléments positifs également après cette rencontre face à Montpellier, donc qui ne s'est pas terminée.
Donc le début de semaine sera très chargé. Je ferai peut-être une vidéo pour revenir un petit peu globalement sur tout ça, que ce soit les supporters ou que ce soit le résultat de la rencontre contre Montpellier, parce que clairement, voilà, ça peut faire la différence sur cette fin de saison et ça va faire la différence. C'est très important pour le coup, on n'est pas dans le ventre mou du championnat, que l'on ait 3 points de plus ou 3 points de moins. Bah, c'est quand même pas la même chose dans la course au maintien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de dimanche. Malgré ce résultat, on doit toujours être là, toujours encourager les Verts. Même si, des fois on se dit on va perdre. On se dit que ça peut être un match très compliqué et que Saint-Etienne va avoir du mal à faire la différence. Mais il faut être derrière eux parce que les 7 matchs qu'il reste, il va falloir prendre des points. Et si on veut y croire, de toute façon, il va falloir être optimiste. Même si des fois optimiste, c'est peut-être pas être réaliste, ça je le sais bien. Mais il faut quand même être optimiste et puis se dire que voilà, certaines équipes ont réussi à prendre des points contre des adversaires comme Lens. Et ben nous, il va falloir qu'on réussisse à faire la même chose. Merci à tous, bonne fin de week-end et puis bien sûr, allez les Verts.